Bonjour. Eh bien, comme enjeu crucial de gouvernance pour toute nation, la sécurité. À la veille de la commémoration des 64 ans d'indépendance du Bénin, nous en parlons et mon invité est Cécile Louis-Philippe Rondaignon, ancien directeur général de la police nationale, fonctionnaire retraité d'office. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste et merci pour l'invitation. Je vous en prie, comment se porte un jeune retraité? Je me porte à merveille comme vous le constatez. Et je suis toujours flamboyant de santé. Eh bien, ça se voit. Alors, je l'annonçais, nous allons parler de la sécurité. Aujourd'hui, plus ou moins en retrait, comment est-ce que vous appréciez la sécurité nationale? Je vous remercie. Je vais d'abord commencer par présenter mes condoléances à tous mes frères d'armes qui sont tombés sous les balles des terroristes dans le Septentrion. Bien sûr. Présenter également mes condoléances au peuple béninois parce que il nous est arrivé de voir des présidents béninois ou africains aller en France dire je suis tant après des attaques terroristes. Mais il n'y a jamais eu de manifestation de soutien à nos forces ici. Cela peut dénoter de l'enjeu que constitue pour nous, notre niveau de conscience de l'enjeu que devrait constituer pour nous la sécurité. La sécurité nationale, c'est un terme un peu militaire. Oui. Il y a la sécurité intérieure qui concerne les infractions, tout ce qui se fait à l'intérieur, en rapport avec les tribunaux, tout ça. Mais la sécurité nationale, effectivement, madame, elle est menacée aujourd'hui par les attaques djihadistes dans le Nord. Mais en attendant que nous puissions revenir sur ce dossier, je voudrais vous dire que la sécurité, à mon avis, ne se porte pas totalement bien au pays. Il y a un effort qui se fait, tout gouvernement fait son effort à sa manière. Mais ce qui se fait aujourd'hui contient beaucoup de dérives administratives. Je vais vous renvoyer à l'ouvrage de Philippe Galli qui dit que gérer l'État, c'est corriger les dérives bureaucratiques. Ce qui fait le problème aujourd'hui de notre sécurité intérieure, c'est les dérives bureaucratiques que Patrice Talon et son gouvernement n'ont pas réussi à corriger. Il me plaît bien quand vous abordez la question de la politique intérieure et tout de suite, je me réfère à des propos tenus récemment par le ministre de l'Intérieur qui dit que la plus belle réussite des réformes de Patrice Talon est la fusion police-gendarmerie. Est-ce que, Monsieur Rondaignon, Lorsque le ministre l'a dit, oui. Alassane Seydou, je le connais à peine, hein, j'ai été le voir une seule fois. Quand il a été nommé, je suis allé lui faire ma visite de courtoisie. Mais il m'a fait rire, il m'a fait sursauter de rire. Sursauter de rire. Oui, oui. Pourquoi? Il m'a fait sursauter de rire parce que il ne faut pas refuser de voir la vérité en face. Je ne sais pas si vous avez fait attention une fois au discours d'Albert Camus, et le discours de Sied qu'il a prononcé en 1957. Il y a une partie où il disait que la noblesse, quelles que soient nos infirmités, la noblesse de notre métier, Oui. doit s'enraciner dans deux engagements difficilement conciliables et difficiles à maintenir également. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Autrement, ce que vous dites, c'est que Alassane Seydou a menti en disant que c'est l'une des... On n'utilise pas des termes violents envers des personnes âgées, quel que soit ce que vous avez à dire les concernant, on peut le dire en toute courtoisie. Et je ne souhaiterais pas manquer de respect à quelqu'un. Mais M. Seydou Alassane s'est éloigné de la vérité. Il n'a pas dit la vérité. La réforme de la police républicaine qui s'est engagée sur le fond de la fusion police-gendarmerie est un échec cuisant. Un échec? Un échec cuisant. Le ministre dit que c'est une belle réussite, vous dites que c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Je pense qu'entre le ministre et moi, je suis la personne la plus qualifiée techniquement pour savoir si la réforme a réussi ou pas. Justement. Parce que c'est ma maison. Oui. J'ai travaillé là 29 ans avant d'être mis d'office à la retraite. Et je vous dis que l'échec que cela constitue
peut se démontrer sur plusieurs volets. Justement, si on est d'accord que ce n'est pas les frustrations qui vous font dire que c'est un échec, quels sont les points qui actent, je veux dire, l'échec de la réforme de la fusion? Oui, vous allez constater que moi, quand les gens pensent vous offenser et que dans le fond du droit, c'est vous qui avez raison sur toute la ligne, vous allez vous torturer tout simplement en affirmant des états d'esprit. Je ferai fi de tout état d'esprit ici pour vous dire simplement que lorsque vous prenez la fusion sur le plan managérial, oui. La fusion c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en management la refonte de l'organisation. La réforme de l'organisation, vous voulez réorganiser la police et la gendarmerie. La fusion c'est une belle réforme normalement. Elle devrait être une belle réforme parce que beaucoup d'auteurs l'ont déjà souhaité. Police, gendarmerie. Beaucoup d'auteurs et policiers ont souhaité voir dans les pays francophones la fusion police-gendarmerie pour en finir avec la guerre des polices. Au moins, ce volet-là est parti aujourd'hui, il n'y a plus de conflit gendarmerie-police. Mais si nous prenons le personnel concerné par la réforme, je dirais d'abord au plan managérial. Avant d'en venir au niveau du personnel, donc au plan managérial, quelle était la nécessité de fusionner? Parce que si les indiscrétions sont bonnes, je crois que vous étiez initiateur d'un tel projet. Oui. Depuis 2015. Depuis 2015. Mais quelle était la nécessité? La nécessité, je vais vous l'expliquer très simplement. Okay. Je tâcherai d'être très simple, je ne vais pas rester trop technique dans mon vocabulaire. Ce serait bien, oui. Et en 2015, j'ai été nommé directeur de cabinet. Et ce que je veux dire, ce n'est pas pour brocader l'institution gendarmique. Quand vous prenez en 2015, quand j'ai pris en 2015 la direction du cabinet du ministère de l'Intérieur, j'ai constaté que le budget de la gendarmerie, le budget de fonctionnement de la gendarmerie, était un tout petit budget qui ne suffisait à rien faire. Ça, si ces gendarmes en sont conscients, ils vous diront que je n'ai pas menti. De toutes les manières, le budget de l'État, c'est un document public qu'on peut toujours consulter. C'est à partir de là que je me suis dit, en comparant le budget de fonctionnement de la gendarmerie et le budget de fonctionnement de la police nationale que j'ai dirigé avant de venir au cabinet, j'ai constaté que les gendarmes ne pouvaient pas travailler honnêtement. Ils n'avaient pas de moyens. Et l'idée m'est arrivée de suggérer au ministre de l'Intérieur de créer sur le budget de la sécurité intérieure une ligne dénommée ligne activité de la sécurité intérieure pour financer les patrouilles, les descentes de police, les actions judiciaires de la police, tout ce qui pouvait contribuer à la sécurité intérieure des citoyens. Donc, mon ambition, c'était de voir les deux forces ensemble dans un premier temps, pas fusionner tel que c'est. C'est ce qui a fait qu'à l'arrivée de Patrice Talon en 2015, j'ai suggéré au ministre de l'Intérieur et Saka Lafia, qui était venu fraîchement à la tête du ministère, que nous mettions en place un décret mettant à la disposition le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, pour leur permettre de fonctionner et pour mutualiser les moyens, parce que ça nous permettra de faire une économie d'échelle sur toute la ligne. Maintenant, concernant le personnel, voici la délicatesse de ce que j'avais préconisé. Ce que j'avais préconisé, c'était de mettre ensemble le personnel gendarmique et le personnel policier et qu'on commence par laisser les officiers recrutés pour la gendarmerie à part et pour la police également d'autre part. On va commencer par les laisser aller à la retraite progressivement et donc commencer par recruter maintenant une nouvelle génération de fonctionnaires qui ne seront ni policiers. Ces fonctionnaires ne seront ni policiers, ils ne seront ni gendarmes. Ils appartiendront à la sécurité intérieure en attendant le dernier départ du policier et du gendarme le plus gradé. OK. Partant de là, ça c'est la stratégie managériale. Partant de là, nous allons avoir un personnel qu'on recrute à la base, comme au sommet, c'est-à-dire ici les officiers, comme chez les agents. On les recrute, on les forme, on les affecte dans les gendarmeries. Et dans les gendarmeries, comme dans la gendarmerie, comme dans les commissariats et dans les autres unités de police et de gendarmerie, ils vont s'habituer à travailler déjà ensemble. Et quand le dernier policier et le dernier gendarme disparaîtront
mourront, vont prendre leur départ pour la retraite, alors on mettra en place une police unique. C'est comme ça, c'était la première... C'était ce que vous avez pensé? C'est ce que j'avais commencé par mettre en place. Ok. Mais est-ce que c'est parce que ça n'a pas été fait comme vous l'avez conçu que vous parlez aujourd'hui d'échec? Non, ce n'est pas ça. Ok. Nous allons arriver, je vais vous donner les indices de l'échec. Est-ce que vous me permettez de continuer à démontrer comment cela devrait se faire? Au fait, ce que j'ai préconisé à l'époque, c'était la version managériale de la fusion. Mais il y a la version juridique de la fusion. Ok. Et ça, on l'a observé en Belgique et en France. Ce qui a manqué à la fusion aujourd'hui, et il y a des problèmes, c'est tout juste que l'expertise jurisprudentielle a échappé aux organisateurs de la fusion. Qu'est-ce que le juge administratif français préconise en matière de fusion? Le juge administratif français dit que si vous voulez fusionner deux corps, vous devez veiller à corriger les discriminations originaires qui ont existé entre les deux corps à fusionner. Ça veut dire quoi, madame, concrètement? Ça veut dire que le gendarme a son parcours professionnel, son cursus professionnel. Oui. Il a sa formation à part. C'est d'ailleurs un militaire de la gendarmerie. C'est comme ça qu'on les appelle. Le policier, lui, c'est un civil. Il a aussi son parcours. Par exemple, regardez chez nous, les commissaires de police, on était recrutés à l'époque avec la maîtrise minimum. Puisqu'il y a parmi des médecins et consorts qui sont recrutés à un niveau plus élevé. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui ont évolué progressivement avant de devenir commissaires de police dans le lot, qui ne sont pas nécessairement titulaires d'une maîtrise, mais qui sont quand même de très bons produits, de très grands professionnels. Ce qu'il fallait faire, c'est de prendre tous les tests sans exception qui concernent les policiers et les gendarmes encore en service. Et fusionner maintenant, c'est là, d'où la notion de fusion. Qu'est-ce que le juge administratif français a proposé? Oui. Il dit qu'il faut prendre la norme statutaire la plus favorable pour les deux corps, au niveau des deux corps. En 1985, le gendarme est recruté avec le bac officier, tandis que l'officier de police qui est recruté avec le bac en 1985 au niveau de la police nationale était traité comme un sous-officier supérieur, c'est-à-dire adjudant-chef, avant de passer dans le corps des commissaires de police. Donc la norme statutaire la plus favorable, c'est la norme gendarmique. C'est cette norme qu'il faut retenir comme norme de la fusion. Et on procède maintenant au recensement de tous les aspects concernant le statut, puisque vous n'êtes pas en train de recruter des gens que vous allez mettre ensemble. Ces gens qui ont déjà eu un parcours, qui ont des droits acquis. Donc, on va maintenant devant la Cour suprême pour aller prendre l'avis de la Cour suprême avant d'aller devant l'Assemblée. Et on fait le statut de la fusion, qui, madame, n'est pas le statut de la nouvelle police républicaine. Ok, je vois. Vous voyez ce qui lui a échappé? Oui. Et là, donc c'est ce préalable juridique c'est ce préalable juridique immanquable. Okay. C'est incontournable, c'est imparable. C'est ce préalable juridique qui devrait être fait d'abord avant d'aller à la fusion. Ce qui n'a pas été fait. Vous savez pourquoi ça doit se faire? Ce préalable juridique est d'office rétroactif. C'est-à-dire que vous êtes obligé de retourner dans le passé pour prendre en compte les acquis des uns et des autres. Quand vous prenez la loi 2020-16, vous allez voir que, toujours dans le tâtonnement, on a préféré avancer les gendarmes. On a exigé des personnels policiers civils là. On a exigé de justifier des diplômes de gendarmes, des diplômes militaires, alors qu'ils n'ont pas été formés dans ce cursus-là. Donc, il y a un travail à faire par rapport au personnel et il y a l'obligation de réécrire la carrière de tout chacun. Ah oui? Oui, c'est la carrière des gens, c'est leur vie. Le juge administratif français a donné la réponse et ça a été fait en Belgique également. Il y a l'obligation de réécrire la carrière de tout un chacun, de tous ceux qui sont concernés, afin que nous puissions nous respecter et savoir que tel n'a pas été plus avantageux que tel autre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est du corporatisme qui se passe aujourd'hui. Vous avez une catégorie de fonctionnaires qu'on appelle les majors aujourd'hui. Oui. Les majors.
Au fait, c'est les officiers d'exécution de la police nationale, qu'on appelait les inspecteurs, les officiers de paix, qui sont retrouvés dans cette catégorie qu'on a créée après 2016 et après la loi 2015-20. Ce qui est une anomalie et que la Cour suprême a annulé. Mais le chef de l'État a appuyé les patrons anciens de la police et les décisions n'ont jamais été exécutées. Et la plupart de ces jeunes majors-là, qui ont à peine 20 ans de service, qui sont venus me voir peut-être moi 15 ans après à la police, on les a mis à la retraite. Gaspillage ou gâchis? Gâchis. Donc c'est cette expertise-là qui a manqué. Et ce que je dis des hommes est valable de l'équipement et de l'armement. Où sont passées les armes de l'ex-gendarmerie? Qui en a fait le recensement? Qu'est-ce que ces armes-là sont devenues dans la nature aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la nature ou bien c'est conservé? Ou bien est-ce que ces armes-là ont été déclassées? Qu'est-ce qu'on en a fait? Le matériel, les propriétés immobilières de la gendarmerie et de la police, comment les a-t-on gérées? Donc, Alassane Seydou, avec tout le respect que je lui dois, ne peut pas venir nous jeter à la figure que c'est une belle réforme. Quand il y a un échec, il faut reconnaître qu'il y a un échec. Et c'est pourquoi il faut réexaminer la réforme. Il ne sert à rien de s'enliser pour dire on a bien fait, et de rester dans une posture toujours propagandiste pour dire on a bien fait. La réalité est là, que les policiers aujourd'hui sont malheureux. Mais qui va réexaminer si les acteurs principaux pensent qu'ils ont bien fait? Patrice Talon a l'obligation. Vous savez ce que les révolutionnaires de 1989 disaient? Non. S'il y a un seul citoyen dans l'État qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content, c'est que toute la République est à terre. Et les policiers ne sont pas contents. Si nous réexaminons, les policiers ne sont pas contents, les gendarmes ne sont pas non plus. Quand vous prenez ils ne se plaignent pas. Ah bon? Moi, je suis parmi eux, je les écoute tous les jours. Je sais ce qu'ils disent. On n'a pas besoin de faire les grandes académies pour comprendre que les policiers souffrent. Les gendarmes qui sont devenus policiers également souffrent. Il y a une catégorie de gendarmes qu'on a favorisée, pour que cette catégorie devienne officier. Et les autres gendarmes, vous pensez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents, madame. Et ça, je pense qu'il faut dire ça au chef de l'État. En le lui disant, s'il se sent dérangé, ça veut dire que j'aurais dit la vérité, parce que seule la vérité dérange. Est-ce que vous avez essayé de... Oui, j'ai essayé de voir Patrice Talon quand j'étais secrétaire permanent et à la lutte contre le terrorisme. Oui. Parce qu'il y avait des difficultés, les gens ne voulaient pas de tout ce que je proposais à l'époque. J'ai essayé par 2 fois de le voir. J'ai essayé de le voir par rapport aux besoins du service. OK. Mais comme j'ai compris que c'est des gens qui sont très avancés, qui sont intellectuellement plus assis, qui connaissent tout, qui sont les meilleurs des meilleurs, comme cela se voit, je me suis retiré. Je ne cherche plus à les voir. Mais on ne m'empêchera pas de monter au créneau quand des gens comme vous, des experts en journalisme comme vous me posez des questions sur un aspect que je maîtrise, je parlerai très haut et fort. Et ça, ils vont l'entendre. Ça ira dans leurs oreilles. Parce que j'ai été conduit sur toute la ligne quand j'ai vu que la réforme plongeait du nez. La réforme coulait. J'ai vu plusieurs ministres du gouvernement pour dire ce que je viens de vous dire. Pour alerter. Pour alerter, pour dire non, ce n'est pas bon. Je sais que vous ne voulez pas me voir. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai dit à l'essentiel. Que Patrice Talon veuille ou pas, je le lui dis dans les oreilles aujourd'hui. Il n'y a aucun juge au monde qui ne puisse me rétablir comme général 5 étoiles. Ah oui. Que cela se fasse en son temps, ou que cela ne se fasse pas en ton temps, que cela se fasse de mon vivant ou après ma mort, cela se fera parce que moi, mes ayants droit vont réclamer ces droits-là. Donc, moi, je suis à l'aise, il n'y a rien, aucun problème. Mais il faut que le pays marche. Vous savez, je vous parlais de la pyramide de Maslow. Oui. Les besoins physiologiques qui sont au bas de la pyramide. Les policiers vous ont dit qu'ils mangent bien, ils sont bien payés. Je ne pense pas. Les besoins de sécurité. Les policiers, même se sentent en insécurité au sein. Quand je dis policiers, c'est gendarmes et policiers ensemble. Hein. Le personnel de la police républicaine, là. Et ce personnel-là se sent en sécurité? Non. Les besoins d'appartenance. Les policiers ne se sentent pas concernés par la réforme. Donc, si vous faites une réforme et les gens ne se sentent pas concernés, c'est que c'est un échec. C'est les baromètres même de l'échec. Les besoins d'estime. Vous voyez les policiers, vous les voyez,
Nous, quand on était jeunes policiers, quand on s'habillait, on se mettait sur la voie publique, vous sentez que nous étions fiers d'exercer notre profession. Cette fierté a disparu. Et les besoins d'accomplissement. Qu'on veuille ou pas, moi, je suis devenu général aujourd'hui. Ce qui est fait au sein de la police républicaine empêche la jeunesse d'évoluer. Comment vous avez des jeunes et que vous recrutez et que vous ne pouvez pas faire évoluer. Et on a mis, regardez madame, l'échec de la police républicaine. Nous allons en parler. On a mis des barrières de grade pour faire avancer les gens. Au sein du corps des hommes de rang, oui. Vous avez sous-brigadier-major et vous avez encore brigadier-major. Les grades de majorat, c'est des grades purement terminaux dans chaque corps. Quand on dit major, là, c'est que vous avez fini cette étape-là. Vous venez au niveau des commissaires de police aussi, dans le corps des commissaires, on met commissaire-major, on met contrôleur général-major. Tout ça, c'est des barrières pour ralentir le progrès des jeunes. Comment les gens vont se sentir dans leur besoin d'accomplissement. Il n'y a pas d'espoir d'avancer. Il n'y a pas d'espoir d'avancer. Ce qui fait que beaucoup de gens ont démissionné, ils sont rentrés aux États-Unis, partout. Les gens m'appellent de partout. Entre-temps, j'ai écouté Alassane Seydou venir dire oui, les gens ont trouvé mieux. Il faut que les gradés là, de la police et de l'armée cessent de faire dire ces genres de choses aux ministres et aux chefs de l'État. Parce que quand on est avec un chef, il faut être loyal. C'est la loyauté que je recommande aux gradés de l'armée comme aux gradés de la police. Est-ce que vous pensez que tous ces problèmes-là, parce que la doctrine d'emploi des forces de police comporte des insuffisances ou bien Madame, on en a pas je me retrouve en face d'un expert, je vous en félicite. Hein. Vous savez même parler de la doctrine d'emploi, oui. La doctrine d'emploi n'existe pas. Comment vous dites ça? Non, j'ai été directeur de cabinet. Et jamais les politiciens béninois nous ont permis, je dis les politiques béninois, ne nous ont jamais permis de mettre en place une politique de sécurité intérieure. Parce qu'il faut d'abord la politique de sécurité intérieure. Et c'est à partir de la politique de sécurité intérieure que nous allons décliner en rédaction la doctrine d'emploi des forces de police. Il y a les doctrines. La doctrine... On navigue à vue, on avance seulement. On avance seulement. Alors que le législateur béninois nous a déjà aidés. Dans les lois de la décentralisation, oui. Le législateur béninois a désigné le maire et le préfet, le maire dans la commune et le préfet dans le département comme responsable de la sécurité. Oui. D'accord? Quand c'est fait comme ça, on dit que le législateur a opté pour une police territoriale. Parce que quand on parle de police territoriale, nous allons réussir à territorialiser les réponses. C'est en fonction de chaque territoire que nous allons mettre les dispositifs de sécurité intérieure. Vous voyez? C'est ça, ça rapproche la police de la communauté. Puisque en Angleterre, vous avez la doctrine de la police communautaire. En France, aujourd'hui, ils ont une police territoriale, mais ils essaient d'habiller ça avec d'autres appellations, tout ça là. Au Canada, vous avez une police communautaire. C'est-à-dire la police appartient à la communauté. Nous sommes issus, la police et la gendarmerie, nous avons en uniforme là, nous sommes issus d'un héritage colonial un peu compliqué, où qu'on appelle la doctrine de la police disciplinaire. La police était là pour discipliner les communautés, pour discipliner le colonisé. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc il faut dépasser tout ça aujourd'hui pour aller vers la police territoriale, qui est la doctrine imposée par le législateur, et chaque commune doit pouvoir faire son travail. Et tant qu'on ne l'a pas fait, ça veut dire que rien n'avancera. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a rien fait. Parce que celui qui est désigné par la loi pour exercer la police est là. Et vous mettez le directeur général de la police à Cotonou, le ministre à Cotonou, pour quoi faire? Mais vous avez ôté aux affaires, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on... Moi, j'ai travaillé dans un groupe de gens qui ne veulent rien comprendre. Et c'est ça qu'il faut commencer par dire. Nous, les citoyens là, nous devons commencer par réclamer le type de police que nous voulons. Nous voulons, pardon. Pourquoi? Dans chaque commune, on doit avoir... Il y a 77 communes, non? Oui. D'office, on a 77 commissariats centraux. Et ça me permet de répondre au chef de l'État qui vient mettre les gens à la retraite d'office et dit qu'il y a un nombre pléthorique d'officiers. Pour faire fonctionner 77 commissariats centraux, il faut un minimum de 30 commissaires par commissariat centraux. Puisque l'organisation de la police, ce n'est pas la même organisation que
dans l'armée. Donc c'est les militaires qui lui ont mis ça là à l'oreille. Quand quelqu'un qui a géré le Bénin pendant près de 10 ans vient parler de pléthore d'officiers, d'une armée d'officiers, tout ça, je comprends simplement que ça cache d'autres problèmes. Ça cache quoi? Ça cache l'incapacité du gouvernement à pouvoir prendre en main la mise en place de la police territoriale, à consommer les officiers qui existent. Et donc, allez-y. Concrètement, cette réforme-là, en termes d'échec, c'en est un. Donc finalement, vous faites un lien de l'échec de la réforme de la fusion police-gendarmerie avec la mise à la retraite d'office. Oui, madame, c'est ce que je vous explique, terre à terre à comprendre. Nous, la police nationale, au niveau de la police nationale, oui, on avait 3 corps d'officiers. Il y a les officiers de paix, les officiers et les inspecteurs de police, que nous on appelait les officiers d'exécution. C'est eux, au niveau des commissariats, les officiers de paix vont animer la sécurité publique. C'est eux qui animent les corps urbains, qui vont faire les patrouilles, les descentes de police et la circulation. C'est eux qui font ce travail-là. C'est leur spécialité. Oui. Les officiers, les inspecteurs de police sont les officiers d'exécution judiciaire. Et eux, ils sont là pour travailler avec les tribunaux et surtout les procureurs de la République. Vous voyez? Oui. Maintenant, les commissaires de police que nous étions, on nous appelait personnel de conception et de direction. C'est à nous de donner l'orientation à l'institution, des orientations à l'institution. Donc, nous, on n'était pas tenus d'aller faire la police judiciaire nécessairement. Le commissaire de police n'est pas tenu de faire la police judiciaire nécessairement. Mais c'est les inspecteurs qui le font. Les officiers de paix font autre chose. Quand nous sommes venus dans la fusion, avec la loi 2015-20, on avait déjà fait la réforme. Oui. Avec la loi 2015-20, on avait fait un nouveau statut avec le président Iboni Aïe. Et ce statut, qui est la loi 2015-20, portait statut particulier des forces de sécurité publique et assimilées. Alors, quand nous avons fait tout ce travail-là, et que nous sommes arrivés dans la fusion, il s'est fait qu'on était obligé de reverser les gens corps pour corps. Nos anciens officiers de paix et nos anciens inspecteurs de police sont venus s'ajouter à nous autres, les commissaires de police. Et donc, on a constaté qu'ils ont pensé que le nombre était devenu pléthorique. Ce qui a fait qu'ils ont créé la situation des majors pour rétrograder les gens. Les gens ont dit appartenu à un corps d'officiers et vous les rétrogradez. Et au même moment, beaucoup de frustration. Au même moment, vous mettez des gendarmes en formation sans même procédure d'officier. Je suis sérieux. Si je dis quelque chose sur votre chaîne de télévision, je suis capable de vous apporter la preuve. Je ne vais pas parler pour commencer par bégayer après. Donc, sans aucune forme de procédure, sans aucun test, on met des officiers de gendarmerie, des anciens gendarmes à l'école des officiers, on les sort pendant qu'on met les majors à la retraite. Ce qui est une violation du principe d'égalité de traitement dans la fonction publique. Un principe défendu et protégé par l'article 26 de la Constitution et l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme qui fait partie intégrante de notre Constitution. Et la jurisprudence administrative a toujours veillé au respect strict de ce principe-là. Madame, sur quels critères on met des gens à la retraite qui ont commencé par travailler le même jour? On met les uns à la retraite, on laisse les autres. Vous pensez que c'est politique? C'est de la fantaisie politique. Moi, je ne travaillerai plus pour l'État, en tout cas pas dans le secteur de la police. Je ne travaillerai plus pour l'État dans le secteur de la police. Parce que je sais faire autre chose. Ce que les gens pensaient en me mettant à la retraite, ils ont pensé me paupériser. Ils ont tout faux. Je sais faire autre chose. Et les années à venir vont montrer que je sais vraiment faire autre chose. Et les plus petits que nous, les gens qui ont 38 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On a mis des gens de 40 ans, 48 ans à la retraite. Des gens qui étaient en mission à l'ONU. Vous voyez la situation, vous dites que le ministre nous dit qu'il n'y a pas échec. Il y a échec. Quand on échoue là, et on refuse de voir les... Échec cuisant, il n'y a rien de positif. C'est flagada. C'est flagada. La réforme est flagada. Et je pense que Patrice Talon doit en prendre conscience.
Est-ce que ça a un lien, je sais que probablement nous allons revenir dans une émission dédiée à cela, la question du terrorisme et tout, mais est-ce que ça a un lien avec les morts de la mort de nos forces de l'ordre sur le Oui, terrain? oui. Et vous voyez, qu'est-ce qui protège les agents de force de sécurité publique et les militaires? C'est la formation, madame. C'est d'abord la formation. Quand les gens ont reçu une bonne formation, ils sont bien aguerris. Quand les gens ont reçu une bonne formation, ils sont bien aguerris et bien équipés. Quand ils sont bien équipés et qu'ils sont bien commandés, bien protégés, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça coûte à l'État déjà de commencer par mettre des miradors un peu partout dans le septentrion? Il faut mettre des miradors pour protéger les agents, pour les mettre en hauteur les nuits au moins, pour surveiller autour. Qu'est-ce qui empêche les gens de commencer par mettre des sacs de combat tout autour des commissariats, de protéger autrement Mais nos quand on unités? écoute le chef de l'État dans ses bilans, tout est reluisant. Donc, Vous connaissez le chef de l'État, c'est un gentleman. Il aime vanter ses mérites. Mais si on n'en a pas, il ne faut pas vanter. Si on n'en a pas, il ne faut pas en vanter. est-ce qu'il est informé? Je pense que c'est maintenant que je vais commencer par l'informer. Puisque tout le temps maintenant, je vais monter au créneau pour dire, président, ça là, c'est mal fait. Ce n'est pas bien. Parce que moi, je ne dois plus rien à aucun gouvernement. Pourquoi aujourd'hui c'est... Regardez, Oui, par exemple, le chef de l'État qui vient à la télé, quand il a mis les gens à la retraite d'office, d'accord? oui, On va en parler, hein. oui. On va faire une émission spéciale peut-être. Quand il met les gens à la retraite d'office, et il vient vous dire à vous, la population, que les gens ne souffriront pas, les retraités d'office ne vont pas souffrir d'un abaissement de leur traitement, de Oui. moyens, tout ça là. Moi, avec mon salaire qui a été déjà coupé en 4 par Patrice Talon, je me suis retrouvé à perdre au moins 200 000 francs sur ce que je gagnais. C'est sérieux. Si c'est sérieux, les Béninois n'ont qu'à apprécier. Je pense qu'il ne faut pas venir, quand on sait prendre la parole en public, on a appris à prendre la parole en public, il ne faut pas venir dire des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas bien. C'est ça, c'est là, c'est pas une injure. Hein. Moi, je pense qu'à Patrice Talon, il faut des gens pour lui dire, monsieur, ce n'est pas bon. Et moi, je suis son jeune frère, je ne peux pas être son enfant. Patrice Talon a 12 ans de plus que moi, donc je ne peux pas. Vous avez d'ailleurs vu un géniteur qui a. Un géniteur homme qui a 12 ans, Il y a des peut-être les filles. Donc, je ne peux que l'appeler grand frère par respect pour sa personne. Mais si la personne elle-même vient dire des choses qui ne sont pas fondées, on ne va pas bander ma bouche pour m'empêcher de dire. Vous dites que désormais vous allez monter au créneau et en parler. Pourquoi aujourd'hui? Vous vous êtes tu pendant longtemps? Oui, moi je suis légaliste. Je suis légaliste. J'étais sous drapeau. Et quand vous êtes sous drapeau, vous respectez les principes de la corporation. C'est-à-dire vous ne devez pas parler pendant que vous êtes là. Vous avez l'obligation de réserve. Obligation que j'ai observée jusqu'au 2 février dernier, avant d'être mise à la retraite d'office. Mais c'est une bonne libération pour moi. Ça me permet de participer à toutes les activités politiques dans le pays, de participer à tous les fronts, d'être là aux côtés de qui je veux, de Kem Sheba, de qui je veux. Parce que les gens me reprochent d'être avec Kem Sheba. Et ça nous fait une belle série d'émissions à réaliser. Oui, oui, moi je vais travailler avec vous sur ces questions-là, ne vous inquiétez pas. Ça fait une énième fois que vous faites référence à Kémy Séba sans quitter notre sujet. Est-ce que vous êtes partisan de Kémy Séba? Parce qu'un audio de vous avait circulé entre-temps. Kem Sheba, c'est mon frère. Ah, d'accord. C'est un panafricaniste et je suis aussi d'obédience panafricaniste. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, peut-être, c'est qu'il faut apporter la troisième voie. Parce que les Béninois sont fâchés, ils sont fâchés, madame, contre. Ils sont pas fâchés, les médias sont fatigués de la querelle Talon-Boniaï, Patrice Talon-Boniaï. Justement par rapport à Boniaï, vous avez de ces nouvelles? J'ai de ces nouvelles. Ils se portent à merveille. Mais les Béninois sont fatigués de la querelle Boni, Yahi, Talon, Patrice. Et je fais partie des gens qui vont porter la troisième voie désormais pour dire notre pays mérite plus que ça. Vous entrez en politique là? Non, je n'entre pas. Vous n'êtes pas. Au fait, Oui. vous savez, quand vous êtes au sein d'une communauté, et si vous pensez que vous êtes un homme de culture, vous devez prendre vos responsabilités. Et c'est ce que Yamé Césaire a dit dans un article très intéressant qu'il a publié. Je ne me rappelle pas le numéro de la revue Présence africaine. Il a démontré les missions de l'homme de culture.
L'homme de culture doit être plus proche de la vérité. Et je vous renvoie aussi à Alexandre Solzhenitsyn de Russe, qui a gagné le prix Nobel en 1977. Dans son discours, le cri, qui est disponible sur Internet, qui est lu aujourd'hui sur Internet, il faut dire la vérité. Moi, je préfère vivre sans mentir comme Solzhenitsyn. C'est un devoir de vérité que vous devez J'ai un au peuple. devoir de vérité envers le peuple. J'ai un devoir de vérité envers le peuple. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission. Je ne vais pas vous laisser sans aborder la question des recrutements dans les rangs de la police. Il y en a aujourd'hui toute une série, mais il y a une certaine opinion qui dit qu'il y a des incohérences. Est-ce que... Oui. Ça, les gens qui parlent d'incohérence ont raison. Ah oui? Oui. Encore, finalement, rien ne va, général. Non, mais vous savez, je ne sais pas médire des autres. Est-ce que tout le temps que j'ai parlé là, vous m'avez entendu dire des choses méchantes contre quelqu'un? Je n'en ai pas besoin. Je suis un spirituel et je suis très avancé pour dire des médisances. Ce n'est pas une médisance. Si vous prenez les jeunes qu'on recrute aujourd'hui avec le bac, oui. Il y a un problème qui se posera à l'État là tout de suite. Lequel? Philippe va le dire aujourd'hui, on va dire, il a trop parlé. Mais j'aurais prévenu. Vous recrutez des bacheliers que vous mettez dans la catégorie des agents. Non. Dans la fonction publique, le statut de la fonction publique dit catégorie A, B, C, D. Les titulaires du BPC sont dans de la catégorie C. Les bacheliers sont de la catégorie B. Le jour où les enfants qui sont recrutés aujourd'hui vont trouver de bons avocats, les magistrats qui aujourd'hui épaulent Patrice Talon, oui, seront les premiers à condamner ce genre de recrutement et obliger l'État à réparer ce genre de situation. Donc, oui, même dans le tout premier statut de la police républicaine en 2018, oui, ils ont voulu recruter les commissaires de police sur la base du Master 2 pour servir sous des magistrats qu'on recrute avec le Master 1. Donc, il n'y a pas d'incohérence là. Oui, il y a incohérence. Il n'y a pas d'incohérence. Mais il y a la loi 2020 déjà. Donc, est-ce que ça n'a pas été... Elle est venue aggraver les mêmes incohérences. Sauf que, oui, au niveau du corps des officiers, ils ont corrigé, ils ont dit maintenant licence. Okay. Ça, je suis d'accord avec eux sur ce volet-là au moins. Mais la loi 2020, parlons-en avant de finir. C'est une loi qui est devenue d'existence. Patrice Talon n'a pas le droit d'appliquer cette loi-là. Mais comment vous pouvez Nous dire sommes ça? Dans la fonction publique. Oui. Nous sommes dans le droit de la fonction publique, madame la journaliste. Et dans le droit de la fonction publique, il est de principe qu'aucun statut spécial ne peut déroger dans un sens plus restrictif au statut général de l'État. Ça, c'est le premier point. Le statut de la loi 2020-16 avec 16 autres lois qui l'ont accompagné chez les douaniers, les militaires et consorts, qui permet à Patrice Talon, ces lois qui permettent à Patrice Talon de mettre les gens à la retraite comme il a voulu là. Ces lois n'ont pas reçu ce qu'on appelle le règlement d'administration publique. Une loi portant statut spécial de la fonction publique qui n'a pas reçu le règlement d'administration publique n'est pas rentrée en vigueur. La promulgation et la publication sont deux conditions sine qua non pour toute loi pour entrer en vigueur. Mais s'agissant des statuts de la fonction publique, et le problème se pose actuellement tout de suite, la ministre de la fonction publique est en difficulté. Parce que même par rapport au statut général de l'État, ils n'ont pas pris les décrets d'application pour mettre les fonctionnaires dans leurs droits. Et il y a des gens qui, depuis 2016, n'ont pas évolué. Les policiers, depuis 2016, n'ont pas porté leur galon. Quand je dis policiers, c'est policiers républicains. Il y a des gens qui n'ont pas porté leur galon. Et l'avenir des gens est seulement lié au choix du chef de l'État et à ses hommes, au choix de ces hommes. Il y a tout pas dit sur ça. J'aurais souhaité que nous fassions une émission sur la question et que je vous apporte la documentation pour que vous compreniez que ce qui se fait dans notre pays va amener des problèmes par la suite. Mais nous, on aura pris le soin de prévenir pour dire halte au massacre. Il y a beaucoup, général, beaucoup de bavures policières aujourd'hui et toute la communauté s'en plaint. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que la police devrait appartient aux communautés. Mais comment est-ce qu'une police qui appartient aux communautés tue les communautés? La police doit être l'émanation du peuple. Elle est l'émanation du peuple. Quand on va dans la terminologie classique même, le mot police désigne le peuple, désigne la contrée, désigne le pays. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez qu'il y a une police qui commence par tuer, qui commence par connaître beaucoup de bavures? La réponse en est très simple. C'est quoi? Le manque de formation. C'est à ce point? C'est à ce point.
C'est le manque de formation. Ça, c'est le premier point. C'est le manque de formation et aussi l'encadrement psychologique des policiers. Des recrues. Enfin, des recrues. Okay. Vous recrutez des gens et vous leur dites, nous allons faire du maintien de l'ordre. Et vous leur remettez des AKM, des armes Kalachnikov modernisées, des armes de guerre, pour aller faire le maintien de l'ordre avec un paquet de munitions, et on parle de réversibilité. Ce qu'ils appellent réversibilité vient de la police disciplinaire coloniale. Parce que le colon faisait ce qu'on appelait les tournées de police. Et quand le colon faisait les tournées de police, les opérations de maintien de l'ordre pouvaient se transformer en même temps en opérations de guerre contre les populations. Et c'est ça que véhicule aujourd'hui la doctrine d'emploi de la police républicaine. Je sais ce que je disais. Donc il y a un problème. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de formation, il y a un problème d'accompagnement psychologique de la police. Une police qui tue n'en est pas une. On me dira, oui, toi, tu ne peux pas dire ça. Moi, j'ai appris à tuer parce que j'ai fait des unités antiterroristes. Mais je n'ai pas appris à tuer au hasard. J'ai appris à combattre les malfrats. C'est autre chose. Mais quand la police tire terriblement sur les gens, et blesse les gens, pourchasse n'importe comment, il y a un problème de formation. Vous pensez qu'on aurait pu gérer l'opération vérification des casques autrement, par exemple? Mais je ne veux pas être vantard, parce que je vous ai dit que je n'ai rien sur le cœur. Je ne veux pas être vantard. Mais est-ce qu'on peut appeler, on peut parler de l'opération casque aujourd'hui au Bénin, puis cyclable? Est-ce qu'on peut citer ces opérations sans parler de Philippe Bouméon? Non. Mais j'ai connu quel incident avec les gens? La police était sensibilisée. La police était d'abord sensibilisée à aller vers la population pour mobiliser les gens à porter leurs casques. Ça a pris. Vaille que vaille, ça a pris. Je pense que ça fait partie des insuccès que j'ai eu aussi. J'aurais pu, si n'eût été les gens de l'époque qui ne m'ont pas compris, j'aurais pu avoir la chance déjà de faire porter le deuxième casque. Le deuxième casque, c'est à l'actif du gouvernement Talon. C'est bien fait. Mais la méthode n'est pas bonne. C'est bien pensé, la méthode n'est pas bonne. La brutalité ne doit pas être l'arme du policier. La sensibilisation d'abord. Et progressivement, ça prend. Aujourd'hui, les gens sont paupérisés. Vous leur demandez d'aller acheter des casques. À 10 000 francs. À 10 000 francs. Les gens font leur calcul pour dire est-ce que je vais acheter après-demain. Je ne dis pas que le port de casque n'est pas une bonne chose. Si un citoyen ne porte pas le casque, il aura dépensé plus de 10 000 francs après. Pour se soigner, s'il va jeter la tête contre un poteau, bien contre le sol, il va même perdre sa vie. Je ne dis pas ça. Mais il faut mettre la méthode. Il faut mettre la méthode. Et il n'y a pas de... L'État pourrait subventionner, vous pensez? Non, non, vous connaissez le gouvernement qui est en place. Beaucoup de personnes. Le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui est dirigé par un éminent homme d'affaires. Et vous savez que les bourgeois connaissent beaucoup l'argent. Donc, il ne va pas vouloir mettre l'argent dedans, dans ce casque-là, pour que ce soit, chacun devra se prendre en compte. Regardez ce qui se passe au CNHU pour les dialyser. Ça dérange. L'Assemblée est en train de se pencher ça dessus. Dérange. Donc, ça des choses qui je pense que vivement, on aura... C'est ce qui dérange. Et ce qui dérange également. Oui. Il faut que Patrice Talon et ses hommes avisent que quand on n'a pas appris un métier, on ne peut pas l'exercer. Je vais parler en fond, un peu. Et pour nous, quand vous n'êtes pas administrateur, il faut laisser les administrateurs travailler et vous vous coordonner au niveau politique. À trop vouloir se mettre en scène soi-même pour faire des choses, on va passer à côté. Vous avez vu l'administration? Finalement, lorsque vous parlez de groupe d'illettrés... Non, je ne vais pas utiliser ces termes-là ici, je ne voudrais pas les utiliser. Okay. Ce qui s'est passé, ce que vous avez entendu, ça m'a vraiment gêné. Et je l'ai dit à mon neveu qui m'a enregistré en privé. Quand je vais parler d'illettrisme, ce n'est pas dans le sens que les gens l'ont entendu peut-être. Et si j'étais en public, je n'aurais jamais fait ça. Donc, si vous avez été choqué par ça, je vous présente mes excuses. Je ne dirai pas des termes comme illettré publiquement. Mais, si je fais des démonstrations, vous êtes libre de tirer vos conclusions. Il faut laisser l'administration aux administrateurs. C'est l'une des erreurs de Patrice Talon, ça. Il faut laisser l'administration aux administrateurs parce que, regardez, le gouvernement de Patrice Talon, dans son gouvernement, il y a combien de fonctionnaires publics?
Pourquoi il y a une école d'administration? Et au sein de l'école d'administration, il y a des spécialités. On ne se lève pas pour devenir administrateur. Vous pouvez vous lever pour devenir policier? Non. Ou bien vous pensez que je peux me lever pour être journaliste aussi excellemment que vous? On ne tombe pas le pied joint dans une profession publique pour dire qu'on est le meilleur. Puisqu'on est sur le champ politique, aujourd'hui, puisque vous décidez d'informer... de porter la troisième voie. De porter la troisième voie. Est-ce que c'est parce que Patrice Talon est en train de finir et que 2026 est très proche? Non, je vous ai dit que si avant je n'avais pas de réaction, j'étais sous drapeau. Maintenant, je suis... Le timing est quand même un peu juste. Le timing n'est pas juste. Vous savez que je suis resté à la maison chez moi pendant 8 ans sans travailler pour l'État. Le timing n'est pas juste. Et si Patrice Talon pense qu'il peut encore corriger quelque chose concernant les fonctionnaires qui sont mis à la retraite, je le prie d'avoir ce courage-là, de faire machine arrière au moins une fois pour que les gens disent que son physique de gentleman tel qu'il s'habille très bien là correspond à sa pensée. Quels sont vos rapports avec les hommes politiques aujourd'hui, Boni Yayi, candidat Zanaï et en tout cas Vous voulez savoir? Je ne dirai pas pour le président oui. Boni Yayi. Je ne parlerai pas de lui. Okay. Parce que le président Boni Yayi, vous savez... Surtout qu'il est aujourd'hui chef de file de l'opposition. Non, le président Boni Yayi, et le rapport qu'il y a entre nous deux, c'est un peu un rapport de père et de fils. Donc, vous n'allez pas demander à un enfant d'aller parler publiquement de son père. Hein? Mais bon, mais je pense que Zanaï, par exemple. Je suis admiratif de Yayi Boni. On ne félicite pas le chef. Je suis admiratif de ce qu'il fait pour le pays. Au moins, lui, il tient debout. C'est déjà bon. Candidat Zanaï, c'est un ami à moi également. Mais je n'ai pas eu le temps de le voir ces derniers jours. Je pense que je vais renouer le contact avec lui pour échanger. Ça sonne bizarrement de dire candidat Zanaï et Ronlénion amis. Candidat Zanaï, il n'y a pas eu de problème entre candidat Zanaï et moi. Ah oui. Vous voulez parler des événements de 2016? On en parlera, non? Moi, je n'ai rien fait contre Zanaï. Okay. Au contraire, j'ai été de ceux qui ont conseillé la modération dans la gestion de ce dossier-là. Je ne l'ai pas fait par manque de loyauté pour le président Boni Yayi. Je l'ai fait par loyauté pour Boni Yayi. La preuve est qu'aujourd'hui, là, tel que les gens ont fonctionné jusqu'à présent, si on avait mal fait sur un seul dossier, si moi, Philippe, j'avais mal fait sur un seul dossier, vous pensez que je serais encore en liberté? Si j'avais mal fait quelque chose contre Boni Yayi, même contre Patrice Talon qui a parlé de Yachapodi récemment, concernant Yayi Boni. Moi, je veux baisser Yachapodi là avec Patrice Talon. Parce que Boni Yayi, lui, ne comprend pas fond, mais moi, je ne comprends pas fond. Ma maman est Abomey. Maman Abomey, elle est princesse d'Abomey. Vous voyez? Donc, je comprends bien fond, je parle éloquemment fond. Donc, le Yachapodi va bien se dérouler. Le Yachapodi que Patrice Talon souhaite avec Boni Yayi, là, il n'a qu'à souhaiter ça avec moi. Alors, nous sommes au terme de ces échanges, général Louis-Philippe Ronlénion. Votre mot de fin? Mon mot de fin, oui. Je réitère mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs parents. Et je voudrais inviter tous les retraités d'office, qu'ils soient de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de n'importe quel corps, à garder la tête haute, à être fiers. La loi qui leur a été appliquée est une loi frappée d'inexistence juridique pour n'avoir pas reçu le décret d'application qu'on appelait dans le droit classique le règlement d'administration publique. J'attends de voir ce que les magistrats de la Cour suprême vont dire quand ils vont recevoir les recours pour excès de pouvoir. Et j'attends aussi de voir ce que les sages de la Cour constitutionnelle vont dire concernant l'article 167 et de la loi de 2020 là, qui met les gens à la retraite, à la dichotomie entre son article 101 et son article 167. J'attends impatiemment la décision de la Cour constitutionnelle. Et je préviens les magistrats, ce n'est pas des menaces. Sonko l'a dit au Sénégal. Chers parents magistrats, c'est vous qui avez la destinée du pays en main. Essayez de dire le droit pour que nous ayons la paix. Nous avons besoin de paix. Le pays n'appartient pas à un seul homme. Je vous remercie, madame. Général Cécile Louis-Philippe Ronlénion, ex-directeur général de la police nationale, fonctionnaire retraité d'office. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame.